Je vais peut-être me faire détester par les fans de Claire et de Gibbs, mais je pense sincèrement que dans ce livre, Claire ait réellement fait ce qu'il ne fallait pas, à la fin de Taming Seven. Et si vous pensiez que vous connaissiez Gérard Gibson grâce à Keeping 13 et Binding 13, eh bien sachez que derrière les sourires et la bonne humeur se cache beaucoup de souffrance. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque un sacré morceau que vous avez été très nombreux à me demander, Taemin Seven de Chloé Walsh. Donc c'est à peu près le troisième garçon des Boys of Torment, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui ne comprenaient pas. Et bien sachez que le collège Torment, il y a plusieurs garçons qui sont là-bas, notamment Johnny, Gibbs, Joey, et après on va avoir d'autres certainement. Je pense même que le frère de Shannon, Taïk, va y passer. Ce seront tous, au fait, les Boys of Tommen, c'est les garçons qui étudient à Tommen et leur histoire d'amour avec leur meuf. Avant de commencer ce livre, je tenais aussi à faire la prévention. Il y a des sujets qui peuvent trigger. Attention, les trigger warnings sont pas là pour rien. Lisez-les très bien avant de vous lancer dans ce livre. Surtout si vous trouvez qu'il y a des sujets sensibles que vous pouvez pas supporter, faites très attention à vous. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément à booster la chaîne. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes les meilleurs. Alors, dans cette histoire, on aura Gibbs, donc mieux connu sous le nom de Gérard pour Claire. Gibbs, il vit avec sa mère et son beau-père depuis quelques années maintenant parce que malheureusement son père est mort dans un accident de bateau. Sa sœur et lui, enfin le père de Gibbs, ils se sont noyés ce jour-là et même Gibbs a failli se noyer. C'est le père de Claire qui lui a sauvé la vie in extremis. Il a vraiment, son cœur a arrêté de battre et il a dû lui faire du bouche à bouche pour qu'il reprenne conscience. Et c'était un peu la communion de Gibbs, donc un peu son baptême. Et ce jour-là, ils étaient très heureux. Il avait reçu beaucoup d'argent, tout allait bien. Mais quand l'accident est arrivé, vous vous doutez que ça a été un énorme traumatisme pour lui. Et il s'en est voulu pendant des années parce qu'il pensait que c'était sa faute. Il était en train de jouer. Et sa sœur, ben, elle était toute petite, alors elle a suivi le dit laser et elle est tombée dans l'eau. Lui, il a suivi ses instincts et il a plongé dans l'eau pour essayer de récupérer sa sœur alors qu'il ne savait pas nager. Du coup, quand leur père a vu tout ça, ben, il a plongé pour essayer de sauver ses deux gamins et il a réussi à les récupérer tous les deux. Sauf que à un certain moment, le bateau s'était éloigné et que Gibbs n'arrêtait pas de bouger, donc il l'a lâché et il a aussi lâché sa sœur. Ce qui a fait que malheureusement, les deux se sont noyés et Gibbs a été, comme je vous l'ai dit, sauvé par le père de Claire. Donc pendant toutes ces années, maintenant il a 17 ans, au moment des faits, il en avait 7, il a vécu cette perte comme étant non seulement la plus tragique de sa vie, mais en plus avec la culpabilité de l'acte. Pour lui, c'est uniquement de sa faute. Et il y a pire, mais on va y arriver après. Il y a bien pire dans la vie de ce pauvre Gibbs. J'aurais jamais cru d'ailleurs. Anyway, donc je pense que si vous avez vu Binding 13 et Keeping 13, plutôt lu que vu, vous savez que Claire et Gibbs, c'est le couple qui, ça fait des années que tout le monde sait qu'ils vont finir ensemble parce qu'ils sont amoureux littéralement depuis qu'ils sont gosses, mais qui ne s'est jamais mis ensemble. Dieu seul sait pourquoi. Alors dans ce livre, on va apprendre que c'est entièrement la faute de Gibson parce que il a peur de perdre Claire. Pas parce qu'il a perdu son père, mais parce que dans sa tête, ses parents, en fait, ils ont eu un mariage terrible. Ils étaient tombés amoureux quand ils avaient 12 ans. Ils ont grandi, ils se sont mariés, fondé une famille et ont eu 2 enfants. Mais après, la mère de Gibbs a trompé son père et il a déménagé de leur maison, alors qu'elle, elle est restée dans la maison familiale avec les 2 enfants et son nouveau petit copain. Du coup, Gibbs, ben, il l'a très très mal pris, hein.
parce que pour lui, c'était la preuve que l'amour d'enfance n'existait pas et comme lui et Claire, ils se connaissent depuis toujours, pour lui, il voulait toujours attendre parce qu'il avait peur que la relation entre lui et Claire foire. Sauf que maintenant, ils sont au collège. Toutes les personnes qui sont avec eux sont en train de se mettre en couple, sauf les personnes qui sont depuis toujours destinées à être l'un pour l'autre, quoi. Et il faut savoir que Gibson, il est toujours dans le lit de Claire. Il se passe rien entre eux, mais suite à son accident de bateau avec son père et sa sœur, il a des terreurs nocturnes où il revit la scène absolument toutes les nuits dans ses cauchemars. Donc tous les soirs, il est avec elle. Chaque soir, il dort dans son lit à elle. Elle attend patiemment depuis des années enfin, il ouvre les yeux et qu'il l'invite à sortir ou l'embrasse ou fasse quelque chose, mais rien n'arrive. Enfin, l'embrasser, si, ils ont échangé un baiser, mais après ça, rien ne s'est produit. C'est toujours on est amis, c'est tout. Jusqu'au jour où la jalousie de Gibson a été titillée par l'autre garçon qui s'intéressait à Claire. Lui aussi, il l'avait embrassée dans leur jeunesse et il avait même essayé de la peloter, mais Gibbs l'avait remis à sa place. Mais maintenant, il avait grandi, il était devenu un mec beaucoup plus mature et il a invité Claire à sortir. Et ça, Gibbs ne l'a pas supporté. Mais pas du tout. Mais au lieu de se comporter en mec adulte et d'inviter Claire à sortir et de lui dire ben voilà, j'ai peur de ci et de ça, est-ce que tu m'acceptes quand même? Il a choisi la pire issue. C'était de lui dire oh ouais, vas-y, accepte de sortir avec lui. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors lui, bien sûr, après ça, il a pété les plombs et c'est là qu'il a commencé à un peu s'avouer enfin, si, il connaissait ses sentiments pour elle depuis toujours, mais un peu à franchir le pas de l'amitié parce que elle, depuis toujours, elle lui crie: «Je veux être plus que ton ami» et lui, il est là en mode: «Je t'aime Claire, mais je peux pas, je veux» il veut pas tout gâcher au fait, Gibbs, même s'il renvoie tout le temps l'image du mec drôle, du mec qui rien ne l'atteint, du mec qui va bien, ben non, en fait, la vérité, c'est que ça va pas, qu'il a beaucoup de peur, beaucoup de traumatisme et que sa plus grande peur, c'est qu'il entame une relation avec Claire et que ça ne marche pas. Mais bien sûr, vous vous doutez que à un moment ou à un autre, ces deux-là vont finir par être ensemble, à franchir enfin tous les pas et à avoir une relation amoureuse. Mais bien sûr, pendant une grande partie du livre, ils vont rester que amis pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment. Leur lien, il est extrêmement fort, les sentiments amoureux aussi, ils sont là et ils deviennent de plus en plus forts une fois qu'ils sont enfin ensemble et ils deviennent un vrai couple et l'avantage, quand tu es ami avec, la personne avec qui tu es en couple, c'est qu'ils se connaissent par cœur, mais ils se découvrent, progressivement d'autres facettes. Claire, elle sait depuis toujours que Gibbs, il cache beaucoup de traumatismes malgré ses sourires et lui, c'est un peu le meilleur ami qui devient un parfait boyfriend. Il la défend devant tout le monde, il est là à chaque fois qu'elle en a besoin, il supporte pas que quelqu'un lui parle mal ou que quelqu'un la fasse pleurer et ça devient beaucoup plus sérieux entre eux et tellement, mais tellement mignon. Ils sont mignons ces deux-là, rien à dire, hein, vraiment un couple cute. Mais malheureusement, leur couple, en fait, il ravit pas tout le monde, notamment Lizzie Young, l'autre meilleure amie de Claire, parce que sa principale meilleure amie, c'est Shannon. Mais Lizzie, depuis toujours, elle reproche à Gibbs d'être la raison pour laquelle sa sœur s'est ôté la vie, malgré que lui, il a absolument rien à voir là-dedans, hein. C'est son demi-frère qui est accusé. Mais elle, elle n'arrive pas à faire la part des choses. Au fait, même s'ils sont même pas de la même famille, même si même pas le même sang, c'est la mère de Gibbs qui a épousé le père de Mark, mais elle, elle projette, toute sa souffrance sur Gibbs, le tenant pour le responsable parce qu'ils sont de la même famille. Franchement, à un certain moment, Lizzie, elle est vraiment dégueulasse avec Gibbs. À certains moments, non, depuis, Keeping 13, en fait. Elle est dégueulasse avec Gibbs et c'est dans ce livre qu'on comprend pourquoi, au fait. Elle explose tout le temps sur lui parce que pour elle, c'est lui le responsable, c'est lui qui a tout fait, mais en fait, c'est pas lui, et je trouve ça vraiment immature de la part de Lizzie. Mais en même temps, ils sont au collège, c'est que des ados, donc je peux comprendre la souffrance de Lizzie. Mais quand j'ai appris que Gérard aussi, il avait perdu sa sœur,
Je me suis dit: «C'est quoi son délire à la meuf?» Lui aussi, il a vécu les mêmes souffrances, donc pourquoi est-ce que lui, il est coupable? Juste parce que lui, il est là et l'autre, il est parti. Donc là, oui, j'arrivais pas vraiment à suivre Lizzie. Bien sûr, quand elle a su que sa meilleure amie Claire, elle était en couple avec Gibbs, elle a piqué, une crise et en mode, «Maintenant tu dois choisir entre moi et lui». Donc ces 2-là, même s'ils sont en couple, alors que ça fait des années qu'ils étaient qu'amis et qu'ils rêvaient tous les 2 que de ça, ah ben, leur entourage, notamment Lizzie, elle leur pourrit la vie au quotidien et c'est vraiment insupportable. Et Claire, elle est toujours en mode: «Je la soutiens parce que je sais qu'elle souffre à cause de sa sœur», mais elle est quand même du côté de son mec, hein. Elle aime, Gibbs, elle l'aime d'amour et elle va pas laisser Lizzie lui marcher comme ça sur les pieds juste parce qu'elle a décidé que c'était lui le grand méchant. Alors qu'en vrai, on sait, maintenant que j'ai lu la fin de ce livre, il est pas juste innocent, il y avait rien à voir là-dedans, le pauvre mec. Bref, enfin rien, si un petit peu, mais vous allez comprendre à la fin. Anyway, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, sachez qu'on est en droit de se poser certaines questions pour vous donner envie de lire le livre. Notamment, est-ce que leur couple va survivre? Parce que tout ce qui se passe dans leur vie à ces deux-là, c'est pas évident. Et il y a aussi beaucoup de choses que cache Gibbs à Claire. Est-ce que une fois que les révélations seront faites, elle l'aimera toujours? Est-ce que lui, il pourra encore rester avec elle une fois qu'elle aura tout su et qu'il aura vu le regard qu'elle posera sur lui? Donc je vous laisse avec toutes ces questions et mon timecode pour connaître mon avis, mes citations préférées et mon analyse des personnages. N'hésitez pas à aller checker. Alors, après, toutes ces péripéties, ben, Gérard et Claire, ils filent enfin le parfait amour. Ils ont leur premier vrai rapport dans la cabane. Ils sont vraiment trop mignons, hein, franchement rien à dire. C'est, le si, Shannon et Johnny, c'était un couple adorable, ben, Claire et Gibbs le sont tout autant. Ils sont trop cute et leur couple est beau, très, très beau. Je on ne peut que les aimer, au fait. Alors, après que leur relation ait connu des hauts et des bas, parce que oui, les livres de Chloé Walsh, il y a tout le temps des débâcles au niveau des couples. Il y a le Winter Ball qui arrive. Si vous connaissez pas le concept aux États-Unis, en gros, ils ont un bal à chaque fin de saison et donc à la fin de l'automne, il y a le bal d'hiver, à la fin de l'hiver, il y a le bal du printemps et cetera. Donc pour chaque saison, ils ont un bal, un événement dans le lycée où, pour participer, il faut que tu achètes des billets parce que la déco, la nourriture et tout ça, c'est les étudiants qui payent. Et quand le Winter Ball arrive, ben, ils sont tous prêts, tout beau. Bon, il y avait un petit problème entre Claire et Gibbs, mais ils l'ont réglé. Elle a mis sa belle robe et ils sont partis tous les quatre dans la limousine. Sauf qu'au moment de démarrer, ben, le chauffeur, il leur demande est-ce que tout est bon et Johnny leur demande est-ce que tout le monde a pris les billets pour le bal. Parce que oui, tu dois payer ta place, même si c'est un établissement privé et que tu payes beaucoup d'argent. Ça me surprendra toujours. Anyway, là, Gibbs dit que oui, les billets sont chez lui. Il fouille sa veste, il les trouve pas. C'est donc Claire qui va dire tu sais quoi, je dois aller aux toilettes, donc je vais aller chercher les billets. Elle va dans la chambre de Gibbs et elle fouille là où il y a Eddie, donc dans le tiroir de sa commode, mais elle les trouve pas. Et vu qu'ils sont amis d'enfance, elle le connaît par cœur. Donc elle a fouillé en dessous de son lit et c'est là qu'elle a trouvé les billets. Mais il n'y avait pas que les billets, il y avait aussi un paquet de chewing-gum, le portefeuille où il y avait les capotes d'urgence pour Gibbs et Claire et une feuille. Alors elle a tout pris, absolument tout, elle a tout fourré dans son sac et elle est partie au bal avec ses meilleurs potes. Au départ, tout se passe très bien dans le bal d'hiver. Ils dansent, ils chantent, ils mangent. Claire et Gibbs, ils ont une petite chanson à eux, donc ils vont danser et tout. Tout se passe très bien, tout semble relativement normal. Jusqu'au moment où Claire, ben, elle doit d'urgence aller aux toilettes parce que comme, chaque mois, on a ses menstruations, donc Dame Nature l'a rappelée à l'ordre. Elle avait ses précautions, Dieu merci, donc elle avait tout dans son sac. Sauf qu'au moment où elle est partie chercher, ce dont elle avait besoin, elle est tombée sur la lettre, qu'elle avait prise en dessous du lit de son mec et là, quand elle ouvre la lettre, elle voit que c'est la lettre de la sœur décédée de Lizzie
Quiva. Et quand elle commence à lire la lettre, elle comprend que depuis tout petit, Gibbs était victime des abus de son demi-frère Mark. Abus VOL. Oui. Et franchement pour moi, là, c'était la douche froide. Je m'attendais mais tellement pas à ça. Elle m'a vraiment surprise Chloé avec, ça. Parce que je lis plus les trigger warnings à mon stade, hein. Donc ça a vraiment été la douche froide. J'étais là en mode: «Je vous jure». Marc l'avait réellement agressé quand il était petit et ce depuis qu'ils avaient emménagé avec, son père et lui, donc depuis ses 7 ans. Quiva ne l'a découvert que quand Gibbs avait 11 ans. Donc pendant tout ce temps, il subissait ça. Et quand Claire l'apprend, ben, elle est dans tous ses états, hein, c'est horrible. Elle veut aller à la police, elle veut tout faire pour aider son mec. Mais Shannon, vu qu'elle aussi, elle est passée par plusieurs abus, elle lui dit: «On est au bal de l'hiver, c'est pas le moment de le confronter pour une telle situation. Ça va bientôt se finir. Il reste pas beaucoup de temps. Attends, quand vous rentrez, vous mettez ça au clair, mais pas maintenant». Elle réussit à réfréner Claire. Mais elle va direct et elle embrasse Gibbs, et elle lui fait comprendre, qu'elle sera toujours là pour lui, peu importe. D'ailleurs, elle lui fait même une petite gâterie parce qu'elle a besoin de l'aider à se sentir bien, à défaut de pouvoir, en parler maintenant. Elle utilise l'oral pour lui faire, du bien, en fait, parce qu'elle en avait besoin. Elle avait besoin qu'il se sente mieux en sa présence à elle et Dieu merci, ça a toujours été le cas avec Claire, donc lui, il est très content de tout ça. Et dès qu'ils ont fini leur, rapport oral, ben, ils entendent 2 voix et là, c'est le frère de Claire, Hugh. Eux, ils l'appellent Hugh, mais moi, je vais l'appeler Hugh parce que je sais pas, pour moi, appeler quelqu'un Hugh, c'est pas normal et sa meilleure pote, Lizzie et là, ils sont dans une position assez compromettante. Mais le problème, c'est que Hugh, il a une petite amie, donc Claire, elle est là en mode: «Qu'est-ce que tu fais dans un coin sombre avec, ton ex et ma meilleure amie?» C'était une situation assez bizarre pour eux tous. Et là, Lizzie, ben, la meilleure amie de Claire, elle a la brillante idée de la confronter, de lui dire: «Toi, qu'est-ce que tu fais là avec lui? C'est mon mec». Claire, carrément, elle défend Gibbs et elle lui dit d'aller se faire voir à Lizzie parce qu'elle ne le laissera elle ne la laissera, pardon, jamais plus s'en prendre à lui. Claire, en gros, ça y est, c'est devenu le roc, qui protège Gibbs. Va le toucher si tu l'oses, surtout maintenant qu'elle a su ça. Et là, ben, Lizzie, elle lui lance, un ultimatum à la con en mode: «Tu dois choisir entre moi et lui». Et ben, elle lui fait très bien comprendre qu'elle choisit Gibbs et qu'elle s'en fout de sa gueule. Et là, l'autre, elle lui sort, la phrase en gros: «C'est de sa faute si sa sœur est morte». Et là, Claire, elle lui dit: «Non, ta sœur s'est ôté la vie elle-même. Personne ne l'a tuée». Et là, bien sûr, Hugh, il prend la défense de Lizzie, hein, et il lui dit: «Tu devrais pas lui parler comme ça». Parce que ces 2-là, ce sera un couple dans le tome 10, tome 10, dans le tome 6, mais leur numéro c'est 10. Donc on a Gibbs qui essaie de calmer Claire et d'essayer de calmer le jeu, mais ça se calme pas entre ces 2-là. Lizzie, elle attaque encore une fois, Gibbs et là, Claire, elle explose et elle dit devant tout le monde que c'est pas Quiva, la sœur de Lizzie, la victime, mais bien Gibbs qui s'est fait VOL toute sa vie par Mark devant tout le monde. Là, on avait le point de vue de Gibbs. Quand je vous dis le pauvre mec, son cœur s'est arrêté parce qu'au fait, il vient de perdre, le droit de parler de sa propre histoire, mais de la bouche de la femme qu'il aime et devant tout le monde. Ouais, je sais pas si vous comprenez, la gravité et l'ambiguïté de la situation, mais en gros, Quiva, c'était la petite amie de Mark, donc le demi-frère par alliance de Gibson et c'était aussi sa nounou. Donc quand ses parents n'étaient pas là, c'était Quiva qui veillait sur lui, mais elle en profitait pour, être avec Mark. Vous avez compris dans quel sens. Et une fois, pendant qu'elle était censée veiller sur Gibbs, elle est rentrée dans sa chambre la nuit et elle a vu
l'acte de viol de ses propres yeux. Et Gibbs lui en avait parlé 10 mois auparavant de la scène, en fait, de ce qu'elle a assisté. Elle ne l'a pas cru. Et comme elle le dit dans sa lettre d'otage de vie, c'était ses hormones qui la contrôlaient. En gros, elle préférait croire que son petit ami était un saint plutôt que de croire le pauvre gamin de 11 ans. Donc Gibbs, le pauvre, il a encore subi ça après la mort de Quiva, hein. Elle a rien arrangé, au contraire, j'ai trouvé son acte un peu lâche. Pour moi, quand tu ressens de la culpabilité pour un être que tu penses l'avoir trahi, tu t'ôtes pas la vie en le laissant à la merci du monstre. Tu vas à la police, tu préviens ses parents, tu préviens tes parents qui étaient les meilleurs amis des parents de Gibbs, mais tu fais quelque chose au fait. Je comprends, elle a ressenti beaucoup de culpabilité, mais en même temps, lui, ce qu'il ressentait, c'était encore 30 fois pire que ce elle ressentait. Elle a fait une erreur, d'accord, mais elle aurait pu tout arranger. Mais non, elle l'a pas fait. Donc Gibbs, le pauvre, face à toutes ces révélations et surtout le fait que maintenant il sait que la femme de sa vie, c'est ce qui est arrivé quand il était petit, il n'est pas juste énervé, il est anéanti, désespéré. Pendant des années, il a survécu en gardant le contrôle sur cette partie de cette histoire. Et là, l'amour de sa vie, Claire Bert, lui retire brutalement tout ce contrôle et son propre droit. Bien sûr, le mec, il se sent exposé, humilié et trahi. Et bien sûr, la répercussion logique, c'est qu'il s'est enfui et qu'il s'est effondré, psychologiquement parlant. La seule bouée de sauvetage qu'il avait pendant tout ce temps, c'était Johnny, qui a fait en sorte d'être le tampon de ce pauvre Gibbs. Il est resté auprès de lui et il l'aidait à traverser cette crise existentielle. Et vous savez, c'est quoi le pire quand on apprend le breakdown de Gibbs? C'est qu'il n'y a pas que Mark qui a abusé de lui. Il y a aussi Dee, la secrétaire de l'école. Quand Gibbs avait 15 ans, Dee était une adulte de 21 ans qui travaillait à l'école. Elle a en quelque sorte profité de lui et de sa vulnérabilité. Elle a pris sa main et elle l'a mis sur un de ses tétons et elle lui a demandé est-ce qu'il aimait cette sensation. Un gamin de 15 piges. Donc clairement, là, on parle d'exploitation et c'est vraiment pas une relation saine ni équilibrée entre 2 personnes du même âge parce que 15 ans, c'est pas l'âge du consentement, hein. Malgré que Gibbs, il dit que Dee a été pour lui ce dont il avait besoin à certains moments, quand on apprend tout ce qui s'est passé avec Marc, on voit bien que cette scène-là où il a touché, sa partie intime, c'était pas OK pour lui et que même ça, quelque part, c'était de l'abus, mais que sur le coup, avec tous les abus qu'il a vécu dans le passé, c'était un peu normal, malheureusement pour lui. Donc il a rien fait, il a continué sur cette ligne-là avec Dee. Et quand Claire a appris cette vérité, parce que ce qui s'est passé avec Dee, ça se passe avant, mais par respect pour ceux qui voulaient pas se faire spoiler, je voulais garder là. Elle est partie au bureau du proviseur, parce que c'est Dee l'assistante du proviseur. Elle lui a dit que si elle ne foutait pas le camp de Tommen, elle allait la dénoncer au directeur et la faire virer. Donc Dee, elle a démissionné, elle est partie. Mais pour vous remettre, dans le contexte global, c'est 2 adultes qui ont abusé d'un gamin et lui, toutes ces années où il faisait le clown, où il divertissait tout le monde, où il faisait rire tout le monde, ben, c'était juste, la carapace qui s'était forgée pour se protéger de toute cette tristesse, de tous ces traumas et de tout ce qu'on lui a fait subir. Et au moment où Claire a balancé ça devant tout le monde, ah ben, en fait, toutes les barrières que Gibbs avait érigées se sont effondrées et c'est pour ça qu'il est dans cet état. Parce que malgré lui, tout ce qu'il essayait de contenir est sorti sans même son accord. Donc je vous laisse un peu imaginer l'épave qu'il est. Après toutes ces révélations, Gibbs, il va confronter Mark
directement. Il lui montre qu'il possède la lettre de Quiva. Il lui dit clairement qu'il sait ce qu'il lui a fait et qu'il peut aller voir la police à tout moment maintenant qu'il a la preuve. Et Marc, il se barre. À la fin du livre, la police cherche toujours cet enfoiré, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Et je pense que vu qu'il est aussi impliqué dans l'histoire qui suit, donc le tome 6, elle va peut-être laisser Marc pour la fin de ce livre-là. Bien sûr, après cet affront, Gibbs, il est très très remonté contre Claire et il lui dit qu'il veut plus être son mec, qui c'est fini entre eux, qu'il veut même plus être son ami parce que c'était pas à elle de révéler ça et surtout de pas le faire publiquement. Elle aurait vraiment dû, se retenir. Je comprends ses émotions, mais je comprends aussi Gibbs, ça doit être tellement dur. Elle, c'est sûr, elle voulait juste, le protéger et faire que tout le monde arrête de parler, de lui et que tout le monde donne tort à Lizzie et surtout elle en avait marre du comportement de Lizzie. Mais, elle réalise qu'en révélant son secret sans son accord, elle lui a fait subir une nouvelle perte de contrôle. Bien sûr, après, ils vont finir par se retrouver et se remettre ensemble, mais, la pente a été très, très dure à passer, quoi. Le livre, l'histoire globale, elle se termine ici. Ils se remettent ensemble, Gibbs et Claire, et repartent, au lycée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup aussi de trucs qui sont pas résolus dans ce tome, mais vu que je m'étais complètement gourée en ce qui concerne les sorties, moi qui pensais que Adoring 13 il allait sortir après le 10, j'ai vu, cette publication et là, je vous avoue que j'ai eu un énorme coup de blues. J'étais en mode: «Non, j'espère que c'est pas vrai». Parce que si je dois attendre tout ça avant que Adoring 13 ne sorte, je pense pas que je vais toutes les lire, le moment de leur sortie. Oh mon Dieu, j'espère que c'est juste, une blague et qu'elle va pas tarder à nous sortir Adoring 13. J'ai hâte de lire, si c'est vrai, hein, parce que c'est juste des spéculations, le tome sur les parents de Johnny. Mais les autres, j'avoue que j'ai un peu la flemme. Alors, en ce qui concerne mon avis pour, cette histoire, je dois vous avouer que c'était long, beaucoup, beaucoup trop long pour ce que c'est. Au fait, le temps que Claire et Gibbs ont mis pour se mettre ensemble, vous imaginez au chapitre 40, il y a toujours rien qui s'est passé entre eux. J'étais en PLS à un moment donné, je me spelletti, je cerne le thé, on en a marre. Ils se tournent tout le temps autour du pot, ils se disputent, ils se rabibochent amicalement, il se passe toujours rien. Oh, à un certain moment, j'en ai eu marre, je vais pas vous mentir, et c'est ce que je reproche à Chloé Walsh dans tous ses livres. C'est trop cocotte, 80 et quelques chapitres pour une romance contemporaine. Une fantaisie, à la rigueur, j'aurais compris, on m'explique le monde, il y a des événements de ouf qui se passent, de la magie et tout. Malish. Une romance contemporaine où s'il y avait encore des flashbacks tout le temps de quand ils étaient gosses et elle nous explique des situations, j'aurais compris. Mais là, non, c'est vraiment Claire et Gibbs, un pas en avant, 25 en arrière. C'était tout. Et moi, franchement, à certains moments, j'en pouvais plus. Je vais pas vous mentir, j'ai lu en diagonale, les chapitres importants, mais la fin, elle était très bien trouvée. J'ai été très surprise d'apprendre, la vérité sur Gibbs. Leur couple, il est cute, c'est une bonne romance en soi, mais les longueurs, c'était abusé. Même si l'histoire, elle est bonne, à cause des longueurs, tu finis par en avoir marre. Mais aussi, ce qui m'a le plus saoulée, c'est que j'ai relevé beaucoup d'incohérences par rapport à Keeping 13. Quand Claire a laissé entendre, par exemple, à Shan, qu'il s'était passé quelque chose entre elle et Gibbs, sauf que quand on arrive à Taming 7, les événements ne collent pas du tout. Et le pire, c'est que j'ai attendu une explication qui n'est jamais venue. Quand ils étaient dans la maison de Johnny et qu'il se passait un truc entre Claire et Gibbs, j'ai jamais eu cette explication dans Taming 7. Donc ça aussi, ça m'a énormément déçue parce que c'est pas la seule anomalie que j'ai relevée. Si vous avez lu Keeping 13, vous savez qu'à un certain moment, on a Claire, qui dit à Shannon que Gibbs a fait une huge F-word mistake. On la retrouve pas dans Taming 13. Je cherchais partout, Gibbs parle carrément d'une énorme erreur et il y a rien.
Il y a rien dans Taming Seven. Donc forcément, en commençant le livre, je me suis dit: «OK, enfin ça va arriver», mais j'ai fini le livre et il y avait rien et j'étais vraiment déçue. En général, les autrices, elles font attention à ça. J'ai vu des gens qui faisaient des théories qui disaient que et si Taming Seven avait initialement été prévu pour, se dérouler en parallèle de Keeping 13. Le problème, c'est que c'est pas cohérent non plus parce que si ça se passait en parallèle de Keeping 13, ça n'aurait pas commencé après le camp où Gibbs a failli se noyer et qu'il a commencé ses crises, ce que j'ai retrouvé au début du livre. Donc ça n'a pas de sens. Donc même si j'ai essayé de tourner ça en long, en large et en travers, je pense que c'est vraiment l'autrice qui s'est plantée dans sa timeline. Parce que je n'ai trouvé aucune explication pour Keeping, 13 ce qui s'est passé ce jour-là et le temps, c'était vraiment, quand ils avaient 7 ans, ensuite direct après, le camp où Johnny, est revenu, il était avec eux au lycée. Bref, j'attends toujours mes explications. Si quelqu'un a quelque chose à me donner, je suis preneuse parce que j'étais vraiment perdue et c'est là que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas apprécier ce que je vais dire, mais clairement, c'est quoi le putain de problème de Claire? Comment est-ce qu'elle a pu faire ça à Gibbs? Genre à la fin du livre, depuis, Binding 13, on a une Claire qui est sage, qui protège toujours les gens, qui s'emporte pas, mais le jour où la personne que t'aimes le plus a eu besoin que tu aies ce comportement, tu pètes les plombs. C'était pas logique avec la Claire qu'on a connue depuis le début et même c'est même pas logique dans tout son comportement dans Taming Seven. À un certain moment, j'ai besoin d'un minimum de logique. Donc c'est pour ça que ce livre, il m'a perdu à plusieurs aspects. Vraiment, Claire, j'ai retourné, dans ma tête, ce qu'elle avait fait et jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas. Ça n'a aucun sens qu'elle ait craqué comme ça. Oui, ses émotions étaient en vrac, mais c'était vraiment, vraiment pas le truc à faire, quoi. Donc pour moi vraiment Chloé là, elle aurait pu trouver un autre problème. Elle aurait pu écrire quelque chose d'autre, mais vraiment ce pauvre Gérard, elle l'a brisé de toutes les manières imaginables. Rien ne pouvait le sauver à ce moment-là. Je me demande même comment il a pas fait un breakdown avant. C'est j'ai pas les mots, au fait, pour tout ce que ce pauvre garçon a subi. Mais il y a pas que ça, même la relation de Gibbs avec, tous les autres, à part Claire, elle est vraiment pas développée et j'ai trouvé ça, mais tellement dommage parce que déjà le livre, il fait des longueurs de malade, mais en plus, genre les trucs sympas comme, la relation avec la mère de Johnny, et son père, les passages avec la famille à Dublin, il y a rien de tout ça. Avec Joey, il y a quelques trucs sympas, mais pour le reste, ben, c'était creux, en fait et c'est triste à dire, mais le livre qui était censé être celui de Gipsy ne donne pas assez de place à Gipsy. On a que son histoire avec Claire et ses traumatismes, mais lui, ses relations autres que Claire, il est absent. Ce qui est lunaire. Je m'attendais pas à ça parce que pour Johnny, elle avait pas fait ça. Pour Joey non plus. Donc je m'attendais vraiment à ce que Gibbs aussi, il ait sa part du gâteau, mais non. Preuve supplémentaire à l'appui, c'est que et ça m'a énormément frustrée, on n'a pas les réactions de tous ses autres amis au traumatisme de Gibbs. Il y a rien du tout. J'étais en mode: «Mais, une conversation en mode soutien, on est là avec, Hugh, Patrick, Johnny et toute la bande qui supporte depuis le début». Il y avait pas ça et je vous avoue que j'étais très, en mode: «Mais pourquoi est-ce que Gibbs n'est aussi pas présent dans son livre, quoi. Ça, c'est un truc qui aurait beaucoup plus de sens à mes yeux que de me mettre un chapitre de Noël où Gibson est absent et que tout le monde le chiale. Franchement, ça aurait été mieux de faire ça et de mettre juste une phrase en mode: «Ça y est, on est une nouvelle année, Noël est passé, c'était horrible parce que Gibbs n'était pas là». Genre une phrase, ça aurait suffi au lieu de me mettre tout un chapitre qui m'a plus ennuyé qu'autre chose. Alors que le chapitre que j'attendais, genre la réaction de tout le monde, ben, il est pas là
Et oui, pour moi, un autre point négatif, désolée, mais il y en a énormément pour ce livre et je tiens à prôner l'honnêteté plutôt que de vous vendre un truc, en mode j'ai adoré alors que c'est pas le cas. C'est que parfois j'avais l'impression de lire le livre de Lizzie, l'introduction de Lizzie et You, plus que celle de Claire et Gibbs. À chaque moment, on me fait une remarque sur ce couple-là, que ce sera eux qui aura dans le 10, et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle avait bâclé ce tome, comparé aux autres. Ce n'est que mon avis, bien sûr, si vous l'avez adoré, ben, j'en suis ravie pour vous, mais perso, je trouve que dans, par exemple, la duologie, de Aoife et de Joey, j'avais pas autant de références aux autres. Il y avait une seule fois où elle a cité Gibson et Claire. Joey et Shannon aussi, c'était pas beaucoup, mais pareil dans l'histoire de Johnny et Shannon, hein, il y avait des allusions, mais pas autant que celles qu'il y avait dans Taming Seven. Limite, je me suis dit: «Oui, peut-être que l'autrice elle a hâte d'écrire le 10 et que le 7 c'est plus pour, les attentes des fans, au fait». Alors moi, je vous le dis, la vérité, ce livre a été vraiment très mal développé par rapport aux autres et ce qui m'énerve le plus, c'est que Chloé, comme je vous l'ai dit, il y a plus de 80 chapitres et que la plupart, du chapitre 1 au chapitre 40, parce que c'est là que j'ai commencé à lire en diagonale, ça ne sert strictement à rien. À part peut-être le chapitre de ses traumatismes, mais tout le reste, je pense qu'on aurait très bien pu s'en passer et que à la place de tout ce blabla, sans aucun intérêt pour l'histoire globale, elle aurait clairement pu plus développer ces 2 personnages et leur relation beaucoup mieux que de nous laisser attendre pendant plus de 40 chapitres qu'une relation se fasse enfin. C'était vraiment frustrant. Quand tu as un livre qui fait plus de 80 chapitres, déjà ça saoule, on va pas se mentir, c'est super long pour ce que c'est, parce que les chapitres aussi ils sont longs. Mais quand en plus tu as un développement qui est, je vais pas vous mentir, totalement nul de l'histoire du couple et que, ben, tu ressors sur ta fin parce qu'au fait, comme je vous l'ai dit, la fin du tome 7 c'est clairement un teaser pour, le tome où il y aura 10. Bon, je dis tome 7 et tome 10, mais vous m'avez comprise. Vraiment, tu es déçu parce que tu sens que Claire et Gibbs n'ont pas eu, leur histoire à leur juste valeur, alors que je trouve qu'ils le méritaient amplement. C'était des personnages qui auraient pu être pépites s'ils avaient été mieux développés que ça. Et perso, je comprends pas les autrices qui nous pondent 80 chapitres pour en plus nous donner qu'un seul tiers qui est valable pour, ben, l'histoire globale et que tout le reste, ce sont des longueurs sans aucun intérêt. Donc je le dis et je le redis, je trouve ça extrêmement dommage. Ce livre méritait mieux. Pour mon analyse des personnages, très sincèrement, elle va être, super rapide, super facile. Gibbs et Claire, ils sont faits pour être l'un pour l'autre et elle apaise tous ses traumatismes. Ça va pas plus loin que ça parce que les personnages en eux-mêmes ne sont pas développés dans le livre. Et qu'au fait, Claire Gibbs, c'est plus l'histoire qu'elle a créée pour les fans et qu'au fait, ils étaient pas censés avoir toute cette love story, mais comme il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui lui ont demandé cette histoire, elle l'a fait. Mais de base, c'était juste, le couple qui était tombé amoureux quand ils étaient gosses et ils étaient censés être heureux jusqu'à la fin de leur vie, mais elle a décidé d'écrire une histoire et elle savait pas trop quoi faire avec et c'est pour ça qu'elle l'a pas développée à ce point. Je sais que c'est dur ce que je dis, mais c'est vraiment mon ressenti par rapport au livre et j'ai trouvé ça chiant. Bref, en ce qui concerne mes citations préférées, je lui accorde ça à Chloé, elle a une très, très belle plume, hein, rien à redire. Sauf que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles elle devrait peut-être retravailler, notamment la suppression des chapitres qui ne servent à que dalle. Je me répète peut-être, mais c'est pour vous montrer, mon degré de frustration parce qu'on m'a vendu ce livre comme étant du rêve. C'était pas le cas. Alors, je tenais tant à elle qu'il m'était difficile de déterminer où elle commençait et où je finissais. Je connaissais ses chansons préférées de chaque année depuis le 7 août 1989. Je connaissais ses secrets, ses petites habitudes, les détails que personne d'autre ne remarquait. Je voulais lui consacrer mon temps, quitte à le gaspiller.
Mais ces avertissements tombaient dans l'oreille d'une sourde, car j'avais dans le cœur un angle mort de la taille de Gérard. Dans les derniers instants, avant que la douleur dans mes poumons n'explose et que les ténèbres n'engloutissent tout, je l'ai aperçu, un halo lumineux, un pur rayon de soleil. Elle, je l'ai vue elle, et c'est là que j'ai su, c'est là que j'ai su. Ce garçon était le garçon, celui pour qui mon cœur avait été créé, celui que j'étais née pour aimer. C'était une évidence. Certaines des meilleures choses dans la vie ne sont pas faites pour durer éternellement. C'est juste pour ça qu'on les chérit quand elles se produisent. C'est comme le meilleur chocolat de la boîte ou les étoiles filantes. On ne refuse pas de manger un bonbon sous prétexte qu'après il aura disparu. Pas plus qu'on arrête de contempler les étoiles après qu'une d'elles a fini de traverser le ciel. On savoure ces moments parce qu'ils valent la peine d'être pleinement vécus. Alors voici pour Tame in Seven. Je dois dire que ce livre a été plus une déception qu'autre chose. Je trouve qu'ils auraient mérité beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, je trouve quand même que leur histoire est mignonne. J'espère en savoir plus sur ces deux-là dans les tomes prochains parce que ouais, il n'y a même pas d'épilogue qui parle de ces deux-là. Ça aussi, ça m'a un peu frustrée, j'avoue. Mais voilà, c'est la vision de l'autrice. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon honnêteté ne vous aura pas gêné. Mais comme je vous le dis toujours, je préfère être honnête avec vous. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, je compte bien lire le 10, mais uniquement pour vous parce que j'ai reçu aussi plein de messages. Mais pour le reste, je ne sais pas. Franchement, si c'est pour avoir des livres comme ça, bâclés, je sais pas trop. Je vais voir. Si j'ai beaucoup de demandes comme pour celui-là, je vais le lire. Les prochains, j'entends pas 10, je vais le faire, c'est promis. Mais les autres, je verrai. On se revoit. Sur ce, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, prenez soin de vous.